Je trouve ce genre d'initiative complètement contre-productive parce que vous êtes en train plutôt d'accélérer la pénurie de logements, d'accélérer l'augmentation des prix. Les gens ont tendance à prendre plus de temps, à être plus frileux, donc moins sûrs d'eux. Il y a plus d'abandon. Ils changent d'avis, ils reviennent en arrière. Des personnes qui sont allées relativement loin, puis qui au final se sont pas pointées à la signature. C'est dû, a priori, à ce qui se passe évidemment aux États-Unis. On a beaucoup de personnes qui souhaitent investir à Fribourg et sur le canton du Valais pour des raisons fiscales, des raisons évidemment d'accessibilité, que les prix sont un petit peu plus modérés qu'à Genève. Et puis on a aussi ces contraintes en matière de droit du bail quand vous faites des investissements, vous prenez ça en considération. Sur la dernière année, le meilleur élève de Suisse romande sur l'augmentation des prix. Pour les maisons individuelles, c'était le canton. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bon, petit tour d'horizon du marché immobilier en Suisse. Podcast individuel, j'aimerais vous partager la situation actuelle du marché, des insights un petit peu que j'ai sur le terrain, avec des courtiers, avec des projets, des articles dans la presse qui sortent, et vous faire des petits points. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à nous le faire savoir, parce qu'on pourrait prolonger un petit peu, en faire plus régulièrement, ce qui me permet, alors ça demande pas mal de préparation, mais je trouve intéressant aussi, même pour moi, voilà. Donc si c'est intéressant pour vous, tant mieux. On a eu des articles assez récemment, notamment de All News, qui disent que le prix des maisons individuelles en Suisse, si on rentre dans le vif du sujet, d'ailleurs, accessoirement, la meilleure façon que vous avez de nous laisser savoir quel type de format vous voulez, quel type de contenu vous voulez, c'est de vraiment nous dire simplement ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, par email, tout ce que vous voulez, laissez-nous savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, parce que sinon, on se calque sur les vues. Voilà. Le prix des maisons individuelles a augmenté de 0,8% en juin en Suisse sur les 12 derniers mois. Donc là, on parle des maisons. Le prix a augmenté de 3,6%. Pour les appartements, le prix a augmenté de 0,2% en juin en Suisse. Et sur les 12 derniers mois, c'est 4,5%. J'aimerais faire une petite parenthèse sur le fait que le prix des appartements, et vous le voyez assez régulièrement, évolue de manière plus agressive que le prix des maisons, alors même que je répète sur plein de vidéos et assez régulièrement que les maisons individuelles sont très très rares, qu'il ne faut jamais les vendre, que les prix vont exploser, etc., etc. Donc j'aimerais préciser un petit peu ce que je dis et pourquoi est-ce que vous voyez que les prix n'évoluent pas comme je l'explique. C'est vous rappeler que l'immobilier a énormément d'inertie. Et c'est très important de le comprendre. Ensuite, on viendra sur les prix de manière globale sur les différents cantons. Le prix des quand vous regardez le marché immobilier en Suisse de manière un peu plus macro, vous devez prendre en considération l'inertie du marché, c'est-à-dire que quand vous construisez en Suisse, et c'est un peu la problématique de l'immobilier, c'est que vous avez une inertie très très importante et donc vous avez une offre qui est très très inélastique, alors que vous avez de la demande qui est instantanée. Quand les gens arrivent sur le territoire, ils ont besoin d'un toit. Okay. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que le prix des maisons individuelles augmentera, et je suis convaincu, beaucoup plus que les appartements, mais sur le très long terme, moyen long terme. C'est pour ça que je dis de ne pas vendre le patrimoine, parce qu'aujourd'hui les maisons sont déjà très chères, surtout les maisons qui ont un petit peu de terrain et qui sont placées notamment sur l'arc lémanique pour la Suisse romande. Enfin, vous le voyez, ces prix qui augmentent. Ça augmente légèrement moins que les appartements aujourd'hui parce qu'on n'a pas fini de consommer l'inertie. Il faut se rendre compte qu'avant l'introduction de la PPE, en 1965 en Suisse, vous aviez des propriétaires individuels pour les immeubles. Ça veut dire que de manière générale, vous aviez soit des personnes qui achetaient un immeuble avec plusieurs lots, soit vous achetiez une maison individuelle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le 2/3 du territoire est construit de maisons individuelles. Vous en avez énormément. Okay, et puis chaque année, ça se fait grappiller. Okay, et c'est normal. C'est normal parce qu'à l'époque, et pendant très 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 longtemps, on construisait que des maisons et on achetait un terrain et on construisait une maison. Okay, et ça partout en Suisse romande. Et puis ensuite, après, sont venus les immeubles locatifs avec des locataires, de plus en plus de locataires. Okay, et ensuite sont venus les immeubles en PP. Et ça date de 1965. 1965, c'est 60 ans. Okay, donc c'est vraiment très récent d'un point de vue immobilier, d'un point de vue historique pour la Suisse. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de maisons encore aujourd'hui, mais on n'en fait plus, on n'en construit plus. Donc c'est pour ça que toutes les maisons que vous avez, vous devriez les garder.
parce que sur le moyen long terme, ça prendra beaucoup plus de valeur que les appartements. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Mais il faut de la patience. Et ça, c'est clair. Et c'est un peu la même image. Si je peux faire une analogie, je ferai une analogie avec la Lex Weber en Valais, qui est la loi sur les résidences secondaires, que vous avez certainement vu parler, enfin entendu parler ou bien vu passer pardon, dans les années 2010. Donc le 11 mars 2012, on a voté oui à la Lex Weber, enfin le peuple suisse a voté oui à la Lex Weber, soit l'interdiction de construire toute nouvelle résidence secondaire dans toutes les communes de Suisse qui ont 20% du patrimoine bâti déjà construit et utilisé comme résidence secondaire. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là, hein, et je vous invite vraiment à récupérer les graphiques de l'évolution des prix du marché immobilier en station de ski pendant cette période-là. Vous avez une évolution des prix très très importante entre 2000 et 2010 dans toutes les stations de ski, et particulièrement en Valais, hein, mais aussi Villars, Les Uns, etc., hein, pour le canton de Vaud. Et puis, à partir de 2010, 2011, 2012, hein, quand on a lancé cette initiative, qu'est-ce qu'ont fait les propriétaires privés de terrain? Eh bien, ils ont fait appel à un maximum, enfin, ils ont essayé de récupérer un maximum d'autorisation de construire, ce qui est complètement logique. Hein. Parce que vous avez un terrain, vous savez que vous n'allez plus pouvoir construire de résidence secondaire, vous savez que vous êtes dans un marché immobilier où le 90% de la demande c'est de la résidence secondaire, qu'est-ce que vous faites? Vous construisez avant. Okay. Donc toutes les autorisations de construire qui ont été délivrées avant le 11 mars 2012 n'étaient pas concernées par la Lex Weber. Okay. Donc pouvaient toujours être construites comme résidence secondaire. Donc tous les propriétaires ont commencé à sauver leur terrain. Okay. Et à cette époque-là, on parlait déjà de la LAT, la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, qui est intervenue en 2013, soit une année après. Donc tout le monde a voulu absolument sauver ces terrains, tout le monde a obtenu des autorisations de construire pour protéger leur terrain, puis ensuite après se sont construits des petits radiers à gauche à droite au fil du temps. Hein, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'articles dans les journaux d'ailleurs, avec des radiers, c'est-à-dire juste les fondations des bâtiments qui ont été construites dans les montagnes, okay, et qui n'ont jamais été terminés. C'est simplement parce que c'est des propriétaires qui sauvaient leur terrain et qui voulaient garder la possibilité d'avoir une résidence secondaire. Et donc, à partir de 2012, les prix de l'immobilier ont commencé à baisser dans les stations de ski. Pourquoi? Parce qu'on a eu énormément d'offres d'un coup. Donc la Lex Weber a eu l'effet opposé de ce qu'on pensait. Et l'inertie de l'immobilier a fait que énormément d'autorisations de construire ont été délivrées, donc énormément de nouvelles offres sur le marché, parce que les gens commençaient à vendre leur propriété parce qu'ils n'avaient pas besoin de cette autorisation, et vous avez une durée de vie d'une autorisation de construire qui est limitée. En Valais, 3 ans plus 2 ans, et dans certains autres cantons, souvent c'est 2 ans plus 1 an de prolongation possible. À partir du moment où vous avez commencé à construire, donc commencé les fondations, eh bien, vous n'avez plus de délai limite. Okay, vous êtes censé continuer la construction avec un rythme normal, traditionnel, mais vous n'avez plus de limite de temps, voilà, de délai pour construire. Donc c'est pour ça que vous avez des constructions qui sont faites très 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 lentement. Okay, et on est en train de terminer maintenant, en 2025, les toutes dernières résidences secondaires possibles en station de ski. Et ça veut dire que en 2012, vous avez eu la demande qui est restée à peu près stable. Hein. Vous avez eu un pic. Accessoirement, elle a baissé un petit peu parce qu'il y a eu énormément d'investissements des personnes domiciliées à l'étranger avec des gros bonus au début des années 2000. Hein. Ensuite, crise des subprimes. Hein. Donc, vous avez eu un petit peu une baisse de cette demande très, très importante. Donc, entre 2000 et 2008, c'était vraiment énormément d'Anglais qui achetaient. Hein. On a eu une période en station de ski avec beaucoup de Hollandais, de Belges qui ont acheté dans les années 70, 60, 70, 80. Ensuite, beaucoup d'Anglais dans les années 2000, début des années 2000. Ensuite, beaucoup moins, et là, ça s'est vraiment suicisé. Hein. Il y a beaucoup de Suisses qui achètent en station de ski. Mais enfin, bref. La question de l'inertie, c'est... On s'attendait à ce que les prix explosent à cause de la loi. Au final, les prix ont baissé à cause de la loi, parce qu'il y a eu beaucoup d'offres. La demande a continué et s'est stabilisée. Et puis ensuite, après, le marché a grappillé, a consommé ces nouvelles résidences secondaires. Et puis aujourd'hui, on a une explosion des prix. Donc il se passe exactement ce qu'on pensait il y a 15 ans. Ce qu'on pensait qu'il devait se passer il y a 15 ans, ça s'est passé aujourd'hui. D'accord ? Donc 15 ans plus tard. Et donc maintenant, vous avez des stations, et c'est pour ça que je dis que les stations de ski, c'est des bons investissements. Hein. C'est parce que vous avez J'ai d'ailleurs moi-même acheté pour vous dire, j'ai moi-même acheté un appartement en station de ski pour le garder pour ma retraite. Parce que je suis tellement intimement convaincu de ça que c'est un peu le seul bien que je me dis aujourd'hui, j'ai envie de garder. Parce que vous savez, je fais des opérations de courte durée, aujourd'hui que de courte durée. Mais en station de ski, j'ai vraiment envie de dire, ça vaut la peine de planter des graines maintenant. Parce que vous ne pouvez plus construire. Donc, alors certes, à un moment donné, on va alléger la Lex Weber, je pense, mais ça va prendre tellement de temps et de nouveau, il y aura tellement d'inertie
que je vois pas comment les prix pourraient baisser. Et d'ailleurs, quand Montana, depuis 2019, c'est une explosion, ça continue d'exploser, et c'est toujours extrêmement attractif. Ok. Donc ce qui s'est passé par analogie sur Alex Weber, ça se passe exactement de la même manière sur les maisons individuelles, et c'est un petit peu mon état d'esprit maintenant, et comment est-ce que je vois le marché entre appartements et maisons individuelles. Respectivement, les maisons individuelles sont soumises aussi à la loi sur l'aménagement du territoire, et si c'est la Lex Weber qui crée cet impact sur les résidences secondaires, à mon sens, c'est la loi sur l'aménagement du territoire qui crée cet impact sur les maisons et les appartements, et qui va booster le prix des maisons, parce que vous ne pouvez plus faire de maisons individuelles. Ça, c'est pour le premier point, c'était un petit peu pour vous sensibiliser au fait que faut pas s'inquiéter sur le fait que les maisons individuelles prennent plus de temps, à mon sens, pour voir leur prix évoluer que les appartements. C'est parfaitement normal. Si on s'intéresse maintenant au baromètre de l'immobilier proposé par Real Advisor, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors, c'est basé sur les prix des annonces, ces baromètres et cette évolution des prix de l'immobilier. Le prix des annonces immobilières n'est pas représentatif du prix du marché. J'ai eu cette conversation à plein de reprises. C'est pour ça que c'est très délicat quand vous faites des analyses de marché et que vous souhaitez investir sur un appartement ou une maison, quand vous vous basez sur le prix des annonces immobilières. C'est très délicat parce que vous ne pouvez pas comparer comme ça. Vous avez des différences absolument gigantesque entre les prix de transaction réels et les prix des annonces immobilières. Okay, donc certes, ça donne des tendances quand on fait ça sur l'enveloppe à l'échelle d'un pays comme le fait Real Advisor, vous avez des tendances des prix, ce qui est assez logique. Et donc vous arrivez à récupérer, je veux dire, sur la totalité du marché des évolutions qui sont plus ou moins cohérentes avec la réalité du marché. Par contre, le prix par mètre carré, pour moi, n'est pas réaliste. Parce que vous avez, et j'ai eu la chance de converser avec une personne qui fait que ça, donc de l'analyse de données et du rachat de données aux établissements de financement, parce qu'il faut savoir que les banques, les établissements de financement, vendent la donnée des prix de transaction réels du marché. Alors c'est très coûteux, et puis c'est des données qui sont rachetées par des sociétés que vous connaissez d'ailleurs en partie, SIFI, FPRE, Wüst Partner, il y en a beaucoup maintenant, qui rachètent ces données de prix réels de transaction des banques, et puis ensuite qui filtrent les données, et puis en créent des courbes de tendance, etc. Et puis ils font des évaluations avec ces prix. Et je discutais avec une personne qui fait partie de ces sociétés, et qui m'expliquait que ce que eux réalisent, parce qu'évidemment, ils peuvent comparer les annonces qui sont proposées et les prix de transaction réels. Et ce qu'ils réalisent en faisant ce type de comparaison, c'est que le prix de vente réel d'un bien immobilier, à savoir que les prix de vente réels d'un bien immobilier sont publics à Genève, c'est le seul canton de Suisse romande, peut-être de Suisse, mais en tout cas de Suisse romande, à partager publiquement les prix de transaction. La différence entre un prix de transaction et une annonce sur le marché ne respecte aucune règle particulière. Ça veut dire que vous ne pouvez pas partir du principe qu'il y a 12% de négociation sur une annonce immobilière. C'est fondamentalement faux, puisque dans le même bâtiment, vous pouvez avoir deux appartements identiques, même au même étage, et les deux vont se vendre à peu près au même prix, okay, donc le prix de transaction sera à peu près identique. Par contre, les annonces peuvent être complètement différentes. Vous pouvez avoir deux appartements qui sont similaires au même étage, dans le même immeuble, un qui se vend 505 000, l'autre 507 000, donc le prix de transaction est quasiment identique, alors que l'annonce peut être à 570 000 pour un et puis 620 000 pour l'autre, par exemple. Donc voilà, c'est un exemple complètement arbitraire qui sort de nulle part. Mais c'est pour vous dire que vous n'aurez pas la même négociation pour les deux biens alors qu'ils sont identiques et qu'ils ont la même valeur. Okay, donc vous ne pouvez pas partir de ce principe-là. Okay, premier constat. Ensuite, ce que dit le baromètre de l'immobilier Real Advisor, c'est que donc on attend effectivement une légère hausse pour l'année 2025 des prix de l'immobilier, de l'ordre d'à peu près 2% pour le marché immobilier en Suisse, voire peut-être un peu plus. Le gros problème que Real Advisor souligne dans son baromètre, c'est qu'il y a une problématique d'offre. Donc ça, on le connaît maintenant, pénurie de logements, très peu d'objets proposés sur le marché, mais une pénurie de l'offre assez grave et qui prend du temps à se corriger, potentiellement ne va pas se corriger ou pas de sitôt. Et donc, pourquoi À cause de contraintes administratives, que vous connaissez, dont j'ai parlé déjà dans plusieurs vidéos. Et je vous donne un exemple de ces contraintes administratives et pourquoi ça ne va pas dans la bonne direction.
J'ai eu la chance et l'opportunité de discuter pendant 2 heures avec les autorités publiques vaudoises, hein, pour l'autorité publique qui met en vigueur, enfin qui applique la L3PL, donc la loi sur la prévoyance, la loi sur la promotion, préservation du parc immobilier locatif vaudois, d'accord. Donc c'est l'équivalent de la LDTR à Genève, voilà, pour les Genevois. Et aujourd'hui, la SLOCA souhaite lancer une initiative pour durcir cette loi, d'accord. Et puis dans la volonté de la SLOCA, de durcissement de la loi, l'association aimerait intégrer les locataires dans toute autorisation de construire pour des immeubles qui sont soumis à la L3PL. Ça veut dire que typiquement, vous rénovez un immeuble, vous surélevez, par exemple, parce que la SLOCA aimerait, c'est que les locataires aient le droit de parole, en fait, hein, de dire ce qu'ils en pensent du projet. Okay, mais imaginez-vous, vous faites ça. Vous avez 30 locataires, et c'est ce que je discutais avec les autorités vaudoises, qui évidemment, d'après mon feeling, n'était pas favorable à cette initiative, disait, mais imaginez-vous, vous avez un immeuble avec 30 locataires à l'intérieur, et quand vous déposez la demande d'autorisation de construire, vous devez discuter, l'autorité concernée doit discuter avec 30 locataires différents pour savoir ce qu'ils veulent, en fait, hein, et concilier un petit peu ce que chacun veut pour un immeuble. Donc là, si vous avez 30 personnes qui veulent faire ça, vous avez 30 architectes, hein, différents, avec des goûts différents, évidemment. Et donc, mais si vous faites ça pour toutes les autorisations de construire pour les immeubles soumis à L3PL, vous faites quoi? Vous rajoutez quoi? 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes à l'État pour s'occuper de ça. Vous allez rajouter des délais de procédure absolument gigantesques. Vous allez rajouter des coûts, hein, pour payer ces 30 personnes. Et je dis 30, c'est complètement aléatoire. Hein, ça peut être beaucoup plus, ça peut être un peu moins. Qui vont s'occuper de ça. Okay, et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'offre qui prend plus de temps à être autorisée, à être construite, donc à être proposée sur le marché. Ça crée des coûts supplémentaires pour la construction. Ça crée évidemment, à un moment donné, des augmentations d'impôts, hein, pour payer ça, ou alors des augmentations de coûts de construction par des augmentations de taxes pour compenser ces coûts, okay, quand vous construisez. Donc des augmentations de prix, hein, que ce soit en PP, ou des augmentations de loyer, évidemment. Et c'est complètement logique. Et moi, je trouve ce genre d'initiative complètement contre-productive, parce que vous êtes en train plutôt d'accélérer la pénurie de logements, et puis d'accélérer l'augmentation des prix, que ce soit des prix en PPE ou des prix de location. Okay, donc c'est absolument contre-productif. Et c'était juste pour vous donner un petit exemple. Maintenant, ce que souligne le baromètre également, c'est que on a une baisse du volume de transactions en Suisse, dû notamment au manque d'offres, hein, évidemment, et aussi dû au fait que les propriétaires en Suisse restent propriétaires très 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 longtemps, avec une moyenne de 30 années de possession, plus ou moins en moyenne en Suisse, pour plus de 50 ans à Zurich. C'est pour vous dire que dans les centres urbains, les agglomérations, les gens restent encore plus longtemps propriétaires. Et pour vous donner une comparaison, en France, c'est une moyenne de 7 ans de durée de possession d'un bien immobilier. Donc les Suisses vendent peu, et évidemment, dans des périodes où l'offre manque et on construit pas suffisamment, donc le neuf n'est pas suffisant, eh bien, vous avez un volume qui est en baisse. Bon. La moyenne, pour vous donner en chiffres, hein, la moyenne des 15 dernières années du volume de transactions en Suisse, c'est à peu près un peu plus de 50 000 transactions par année, 52, 53 000 transactions par année, hein, sur les 15 dernières années. Et aujourd'hui, hein, en 2024, on était à 40 000 transactions. En 2025, on s'attend, là on est au milieu de l'année à peu près, on s'attend un peu plus que le milieu de l'année, on s'attend plus ou moins à la même chose. Il y aura peut-être un tout petit peu plus de volume, on voit une toute légère augmentation de volume parce qu'on voit aussi une augmentation des autorisations de construire en force légèrement supérieure, okay, mais largement inférieure, hein, évidemment en termes de volume, à ce qui se faisait avant 2020. Si on reprend les chiffres pour la Suisse romande, sur la dernière année, donc le meilleur élève de Suisse romande, hein, sur l'augmentation des prix, pour les maisons individuelles, c'était le canton du Valais, avec une augmentation de 2,7% sur la dernière année. Okay. Et puis pour les appartements, c'était également le canton du Valais avec 4,2% d'augmentation des prix sur la dernière année. Okay. Le moins bon élève de Suisse romande, étonnamment pour moi d'ailleurs, hein, c'est le canton de Vaud,
avec une augmentation des prix de 1,1% sur les 12 derniers mois pour les appartements, et puis une baisse des prix de 0,3% pour les maisons, sur le canton de Vaud. Ensuite, on a pour les maisons le canton de Neuchâtel, qui suit le canton de Vaud, avec une augmentation de 0,8%. Canton de Neuchâtel du Jura, pour les maisons, 0,8% d'augmentation des prix sur les 12 derniers mois pour les maisons pour Neuchâtel et le canton du Jura. À Fribourg, on est à 1% d'augmentation des prix pour les maisons individuelles sur les 12 derniers mois. Et à Genève, on a 2% d'augmentation des prix pour les maisons. La moyenne suisse, c'est 1,3%. Donc le canton du Valais fait beaucoup mieux que la Suisse. Le canton de Genève fait légèrement mieux que la Suisse. Et pour les appartements, cette fois, donc le canton de Vaud, 1,1% d'augmentation les 12 derniers mois. On a le canton du Jura, cette fois 1,6% d'augmentation sur les 12 derniers mois de valeur. On a la Suisse qui est à 2,2% d'augmentation des prix en moyenne pour les appartements sur les 12 derniers mois. Neuchâtel à 2,5% qui fait mieux que la Suisse pour la dernière année. Fribourg à 2,9% qui fait mieux que la Suisse également. Et Genève à 3,3%. Pour ensuite avoir le Valais à 4,2%. Donc le Valais a très très bien performé les 12 derniers mois. Beaucoup d'investissements en Valais a priori. Je le vois même dans les conversations qu'on a avec les personnes qu'on suit. On a beaucoup de personnes qui souhaitent investir à Fribourg et sur le canton du Valais. Alors pour plusieurs raisons, pour des raisons fiscales, des raisons évidemment d'accessibilité, parce que les prix sont un petit peu plus modérés évidemment qu'à Genève. Et puis on a aussi ces contraintes en matière de droit du bail quand on fait des investissements. Vous prenez ça en considération. Si vous avez la même opportunité d'investissement en Valais ou sur le canton de Vaud, vous allez où ? Vous allez plutôt en Valais, évidemment pour des contraintes administratives et juridiques plus légères pour le canton du Valais. De l'expérience de ce que je vois sur le terrain maintenant, sur l'état du marché général, de ce que j'ai pu discuter avec des courtiers, avec des pros immobiliers, avec des investisseurs, on a, et j'ai eu cette conversation pour le canton de Genève assez récemment, avec, en fait c'était hier, donc c'est très récemment, avec une courtière, en lui demandant comment est-ce qu'elle sentait le marché maintenant, enfin deux courtiers séparés, deux courtiers différents, comment est-ce qu'ils sentaient le marché sur le canton de Genève là, avec ce qui se passe maintenant, comment ça évolue. Une des questions essentielles, c'est, et puis ce qui revient assez régulièrement, les gens ont tendance à prendre plus de temps pour réfléchir, à être un petit peu moins sur d'eux. Donc il y a eu passablement, et c'était un feedback commun des deux, sans avoir expliqué à l'un ou à l'autre qu'est-ce qui se passait chez l'un ou chez l'autre. Les gens ont tendance à prendre plus de temps, à être plus frileux, donc moins sur d'eux. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a plus d'abandon. Donc des personnes qui se positionnent, qui visitent, qui sont intéressées, qui vont relativement loin, qui demandent un financement à la banque, puis ensuite ils voient qu'à la banque c'est compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils changent d'avis. Okay. Ils reviennent en arrière, ça arrive, avec pour les deux courtiers, des personnes qui sont allées relativement loin, puis qui au final se sont pas pointées à la signature. Ça m'est même arrivé à moi, une personne qui s'est pas pointée à la signature, qui était prévue assez récemment. C'était un acheteur. Et puis, ou des personnes qui hésitent, qui font traîner, qui essayent de tâter le terrain, qui se positionnent, mais pas trop. On sent qu'il y a beaucoup moins de certitude. C'est plus oui, non, on va de l'avant ou pas. Il y a beaucoup plus d'hésitation. Voilà. C'est dû, a priori, à ce qui se passe évidemment aux États-Unis, la conjoncture internationale, puis des personnes qui ont un peu peur en fait de ce qui risque de se passer. Deuxième élément, dont je me rends compte sur le marché, ça c'est des discussions plutôt avec des fonds d'investissement, avec des professionnels de l'immobilier, des gros investisseurs. C'est très difficile de trouver des opportunités d'investissement aujourd'hui pour les immeubles de rendement. Ça va un petit peu avec le point numéro 1, c'est-à-dire que les personnes sont beaucoup plus attentistes maintenant. On a l'impression de vivre un petit peu, on a les taux qui ont baissé, et on vit quand même un peu une situation qui est similaire à une augmentation des taux. Ce qui est un peu paradoxal, mais quand vous avez une augmentation des taux, vous n'avez plus personne qui bouge. Pourquoi ? Parce que les acheteurs se posent plus de questions avant d'acheter, donc ils hésitent plus. Et puis les vendeurs se disent pourquoi je vendrais mon bien immobilier maintenant à un taux élevé, donc potentiellement un peu moins cher. Et puis de toute façon, si je dois racheter après, je vais devoir racheter avec des taux qui sont plus élevés. Donc en fait, c'est moins avantageux. Donc on a des gens qui sont complètement bloqués. Okay, on a un marché un peu bloqué. Et c'est un peu ce qu'on vit maintenant, mais pas à cause des taux, puisque les taux sont en train de baisser, mais plutôt à cause de l'incertitude générale du marché. C'est un peu le sentiment que j'ai, avec des vendeurs qui sont attentistes, parce qu'ils se disent si je vends maintenant, je vais devoir réinvestir, mais je ne sais pas dans quoi je réinvestis en fait. Vous générez aujourd'hui, je sais pas, vous vendez un immeuble, vous récupérez 5 millions de cash par exemple, vous faites quoi ? Bon,
vous devez trouver un immeuble. Sinon, vous ne savez pas trop quoi faire. Et puis, avec la volatilité des marchés financiers, vous n'avez pas trop envie de forcément aller là-dedans. Voilà. La volatilité des crypto-monnaies, j'en parle même pas. Okay, et c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui sur le marché. Ce qui me fait peur, un peu paradoxalement, c'est qu'on s'approche des taux d'intérêt négatifs. J'ai un peu peur de retourner dans un marché, surtout pour les institutionnels. Là, on ne parle pas tellement du marché privé, appartement, maison, on parle plutôt des immeubles de rendement. De retourner dans un marché où les prix explosent parce que les taux sont négatifs. On pourrait se retrouver dans une situation comme celle-là si ça continue. Par contre, cette fois donc on pourrait se retrouver très bien avec des investisseurs du type assurance, banque, fonds de placement, caisse de pension, qui recommencent à acheter des immeubles avec des taux très très faibles. C'est le sentiment qu'ont tous les fonds d'investissement immobilier, tous les fonds immobiliers avec qui j'ai pu discuter. Ils ont un peu peur de retourner vers des taux négatifs comme en 2021. Bien que j'ai l'impression que la conjoncture de manière générale est différente. Pourquoi ? Parce qu'en 2021, vous n'aviez pas BAL 3. Et donc, j'ai l'impression, là, pour les personnes privées, parce que vous avez eu des prix de l'immobilier aussi pour les personnes privées, là, quand les taux baissent, tous les prix montent. Donc, les immeubles de rendement montent particulièrement parce que les gros investisseurs doivent parquer du cash tout simplement, ils doivent se libérer du cash, surtout quand les taux sont négatifs. Si vous payez pour avoir votre argent à la banque, vous êtes prêt à avoir un rendement très très faible, voire pas de rendement, juste pour parquer votre cash ailleurs. Okay, c'est ce qui se passe avec les immeubles. Pour les personnes privées, c'est un peu différent. On va comparer un petit peu l'accession à la propriété versus loyer, ce que je trouve toujours un peu faux fondamentalement. Ça ferait peut-être l'objet d'une autre vidéo, d'une autre explication. Mais quand les taux baissent, vous avez une augmentation générale des prix. Villa et appartements, parce que vous avez plus d'acheteurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que même avec la baisse des taux, vous aurez quand même une augmentation des prix plus modérée que ce qui s'est passé en 2021 pour l'immobilier de privé. Okay, donc le marché inférieur à 5 millions, appartements, maisons. Pourquoi ? Parce que BAL 3 nécessite et impose aux banques des fonds propres supplémentaires. Aujourd'hui, le financement immobilier, c'est plus du tout ça fait plus partie du business model focus de la banque. C'est pas ce qu'elle recherche fondamentalement en priorité. Et vous avez potentiellement remarqué ça. Tous les courtiers en financement surtout, mais les courtiers immobiliers me disent la même chose. Et je le ressens moi très clairement. Les banques aujourd'hui, elles ne recherchent pas des financements immobiliers particulièrement. Okay, c'est pas leur business model favori aujourd'hui, à cause de BAL 3 notamment, ce que je trouve complètement hallucinant. Et d'ailleurs, c'est relevé par le baromètre de Real Advisor, c'est qu'on est en pénurie de logement, on a besoin de construire plus, et aujourd'hui, les promoteurs galèrent à se trouver des financements, ce qui est complètement incohérent par rapport à ce que le marché demande. Okay, donc, voilà pour BAL 3. Bien qu'on sait qu'à instaurer des réformes comme celle-là, ça prend des années, donc ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, et donc potentiellement quand ça a été lancé ou mis en place ou inauguré, introduit, on n'était pas dans une situation de pénurie de logement comme on l'est aujourd'hui. Mais bref, peu importe. Ce qui fait que le marché aujourd'hui est très tendu. Donc je ne pense pas, parce que les établissements de financement aujourd'hui, quand elles font un financement immobilier, et vous l'avez peut-être remarqué, mais les marges des banques augmentent, simplement parce que vu que c'est plus cher pour elles de se refinancer parce qu'elles ont besoin de plus de fonds propres, ce qu'elles vont faire, c'est simplement impacter ce coût sur les marges. Et donc vous avez des taux d'intérêt, taux directeurs qui baissent, qui seront peut-être négatifs prochainement, alors même que vous avez des taux hypothécaires qui vont rester et qui sont toujours assez facilement à 1, 2, si on parle de 10 ans par exemple, assez facilement à 1,5. Okay, 1,5, 1,7, 1,4, ça dépend des situations, du type d'investissement. Si c'est résidence principale, bien de rendement, vous avez des légères différences. Mais je ne vois pas un retour des taux à 0,5, 0,6, 0,7 sur 10 ans comme on a pu le voir passer pendant les années 2021, 2020, 2021. Okay, donc juste post-Covid, où les taux étaient très très faibles, où les taux étaient négatifs. Donc ça, c'est un petit peu mon feeling général du marché. Évidemment, peut-être que je me trompe sur les années à venir, on verra ce que ça donne. Je trouve intéressant de faire cette vidéo, même juste pour moi, pour voir qu'est-ce que je pensais là en juillet 2025, milieu du mois de juillet. Et puis on verra ce que l'avenir nous dira. Si vous appréciez ce genre de contenu, des insights de ce que je pense, de ce que je vois sur le marché assez régulièrement, eh bien vraiment laissez-le nous savoir dans les commentaires, c'est très très important pour qu'on puisse se calquer un petit peu sur ce que vous voulez. Et puis on peut imaginer des contenus aussi beaucoup plus travaillés, qui vont encore beaucoup plus dans le détail.
laissez-le nous savoir. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à très vite. Ciao.